Ben, aujourd'hui, on fait la différence entre le mythe et la réalité. Là, on va parler de médicaments et de fruits. C'est Nadège de Sherbrooke qui veut toute la vérité. Bonjour les docteurs, est-il vrai qu'il faut éviter de manger du pamplemousse lorsqu'on prend certains médicaments? Merci Nadège, on a des pamplemousses ici d'ailleurs. Merci Nadège, et la question est importante parce que oui, c'est vrai, ce n'est pas un mythe et pas du tout. Ce qu'il y a, c'est que le pamplemousse contient un ingrédient qui est métabolisé au foie. Donc, c'est le foie qui le digère, entre guillemets. Et au niveau du foie, quand il fait ce travail-là pour digérer le pamplemousse, il y a une enzyme au niveau du foie qui est plus disponible pour digérer certains aliments. Fait que si on le simplifie, ça ressemble un peu donc, à ça. on l'occupe avec du pamplemousse. On l'occupe avec du pamplemousse et donc le médicament en question reste et reste et reste dans notre sang parce qu'il n'est pas d'effet digéré et excrété. Donc, ça peut créer des grandes conséquences et c'est des médicaments de plusieurs familles. Des médicaments pour le cholestérol, des médicaments pour la pression, certains antibiotiques, des médicaments qui peuvent nous aider à dormir, de la famille des benzodiazépines. Donc, il y en a énormément. Il y a même le Coumadin. Le Coumadin, puis le Coumadin, si on touche à ça, ça peut être dangereux. On parle de saignement, on parle de complications graves. Exactement, parce que le médicament étant dans notre circulation plus longtemps, il continue à faire son effet. Donc, quelqu'un qui prend ces médicaments-là et va prendre un pamplemousse dans la période où il y a des bons pamplemousses qui vous attirent comme ceux-ci. Et ça a l'air très bon, les pamplemousses. Ça a l'air très bon, c'est santé pour tout le monde. Mais si on prend ces médicaments-là, donc notre pression qui était bien contrôlée va être plus basse, donc on pourrait perdre conscience. Notre ajustement du dosage du Coumadin et la warfarine dans le sang, qui est toujours bien correct, là, va devenir pas correct, donc on va saigner plus facilement. Donc, ça peut avoir des conséquences énormes. Ce qui est important, c'est de vérifier auprès de votre pharmacien. Et en général, les pharmaciens vont vous le dire. On a toujours un feuillet qui nous est remis quand on prend un médicament. Et même sur les contenants de pilules, il y a des mentions de faire attention de ne pas prendre de pamplemousse. C'est important de la suivre, cette recommandation-là. Et c'est vrai que pour les pamplemousses, c'est pas les agrumes, donc le citron, les oranges, les mandarines, tout ça va être correct, c'est le pamplemousse. Donc si le pamplemousse ne vous fait pas, c'est peut-être parce que vous avez un effet secondaire lié à ça. Peut-être. Puis je suis d'accord avec toi, c'est le pharmacien le vrai expert là-dedans. Il connaît ça mieux que les médecins. Dans le doute, demandez-lui et probablement qu'il vous aura déjà donné l'information. C'est vraiment son rôle, donc il faut poser les questions. Maintenant, certains de ces médicaments-là sont bons pour le cœur. J'en profite. En question d'éviter les maladies du cœur, il faut faire de la prévention. Mais la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC offre un outil en ligne gratuit qui permet aux gens de faire leur évaluation du risque cardiovasculaire simplement en visitant le site. C'est à pourvivre-longtemps-en-santé.ca en un mot. Et là, on va trouver beaucoup d'informations sur les maladies du cœur, notamment. Maintenant, on ne peut pas faire une émission sur les mythes et réalités sans parler de sexualité. Il y a des tonnes de fausses croyances. D'abord, on va lire le courriel de Lise de Saguenay. Bonjour les docteurs, mon petit-fils de 2 ans est toujours en train de se frotter par terre sur son pénis. Que dois-je faire? Bien, merci Lise. Avec nous, la sexologue Sylviane Larose. Bonjour Sylviane. Bonjour, Sylviane. En fait, ça indispose les parents plus que l'enfant, mais est-ce que les parents doivent intervenir dans ces situations-là? En fait, il faut voir. Bon, il y a le toujours. Hein? Toujours, est-ce que c'est une fois par jour ou si c'est 25 fois par jour? Il y a quand même une différence. On voit ça fréquemment. Oui. Ça fait partie de la découverte des sensations. On lui donne un sens sexuel, mais pour l'enfant, ça n'a aucun sens. Donc, c'est la vision de l'adulte. C'est la vision de l'adulte qui fait que c'est perturbant, parce que pour l'enfant, c'est découverte de sensations, comme plein d'autres choses. Il va toucher, il va apprendre. Pour beaucoup d'enfants, c'est une façon, des fois, de se rassurer. C'est confortable, c'est plaisant, comme d'autres vont prendre une petite couverture ou prendre un petit toutou. Fait qu'il faut juste voir l'espace que ça prend. C'est sûr que s'il passe la moitié de sa journée à faire ça, il faut peut-être commencer à se questionner sur est-ce que c'est un enfant qui est anxieux. C'est pas le problème sexuel, c'est pas le comportement qui est un problème, c'est le derrière qui est un problème. Fait qu'à ce moment-là, si le contexte familial difficile, ça peut amener certains enfants à répéter ce comportement-là plus souvent. Donc, l'enfant fait ce comportement-là, se masturbe finalement pour se rassurer. Est-ce que les adultes qui le font, c'est pour les mêmes raisons? Ça va être un petit peu différent, mais ça peut être similaire. On voit souvent chez les adultes, c'est une façon de gérer du stress. Pour beaucoup d'adultes, la masturbation, une façon de gérer du stress. C'est un bon somnifère. On voit qu'en période d'examen, il y a eu des études de fait, souvent il y a beaucoup plus de masturbation. Ça permet de mieux s'endormir. Ça permet de relâcher le stress. On sait qu'on n'a pas longtemps à dormir. Ça relâche la tension. Ça permet de s'endormir plus rapidement.
Mais en soi, c'est pas juste à ça que ça sert. C'est aussi une source de plaisir, puis ça fait partie de la vie sexuelle d'un adulte, même si on est en couple. Et ça, beaucoup de gens ont de la misère à le concevoir. Ouais. Bon, maintenant, il y a plusieurs techniciens qui se posaient la question. Chez l'adulte, qu'est-ce qui est normal? En fait, normal, il faut toujours voir l'espace que ça prend dans la réalité et si on est capable de fonctionner sans. Il n'y a pas de normalité, il n'y a pas de moyenne. Il y a des gens qui vont se masturber plus souvent, il y en a chez qui ça va être moins souvent. Clairement, quand ça devient, notre vie tourne autour de ça, qu'on s'organise à la pause, parce qu'on voit ça des fois, des gens qui à la pause, là, ils sentent le besoin, il faut qu'ils y aillent tout de suite, ou avant d'aller travailler, ils se dépêchent à retourner chez eux après le travail pour le gérer. Là, on rentre dans une case problématique. Mais en dehors de ça, la masturbation, c'est une expression de la sexualité, comme faire l'amour. Fait que si on dit la moyenne, on vise pas la moyenne dans la vie, on vise à être bien dans la vie. Il y a beaucoup de variations. Il y a beaucoup de variations. Maintenant, il y a beaucoup de mythes aussi autour. Hein, parce que la masturbation rend sourd, ça c'est le plus connu. Non, oui, ou souvent, même moi j'ai eu souvent des questions, est-ce que je perds de ma vitalité masculine si je me masturbe en étant un homme? Parce que je perds de ma semence. Ouais. Ça se reproduit régulièrement, donc il n'y a vraiment aucun problème. Ça ne fait pas diminuer le niveau de testostérone. Mais ça, c'est une vieille croyance. Ça, quand c'est une vieille croyance qui reste encore. Ça vient des Grecs, ça. Oui, et qui reste encore, vous l'avez aussi en Inde et dans ces pays-là. Ah bon? Là, ça fait partie du tantrisme aussi. Fait que ça fait c'est partie des mythes qu'on voit encore régulièrement. OK. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose de négatif là-dedans, à moins que ça devienne vraiment. À moins que ça devienne compulsif et qu'on est à organiser sa vie pour pouvoir le faire. Autour de ça. C'est ça. Je sens qu'il y a plusieurs techniciens qui sont rassurés. Oui, bien sûr. Absolument. Souvent, on pose la question au nom de l'autre. Hein? Ah, moi, je ne suis que le messager. Sylviane, on te garde avec nous parce qu'au retour, là, tu vas faire le point sur 4 autres questions qui touchent la sexualité après la pause. Après la pause. C'est un mythe et ça n'en est pas un. C'est qu'il n'y a pas encore de preuve de ce que c'est le point G. Est-ce que ça existe vraiment?